Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale d'Info de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous le savez, le journal des territoires, dans un instant suivi du club de la presse, de la météo un petit peu avant 8h et à 8h, l'invité politique en direct ce matin, c'est le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, qui sera sur ce plateau. Tout de suite, je vous retrouve pour le JT des territoires dans un instant. Une centaine de personnes a répondu ce mardi soir à l'appel de la CGT Ford qui organisait une réunion de mobilisation pour la défense des emplois. Au-delà du cas de l'usine de Blanquefort et de ses 900 salariés menacés fin 2019, il s'agissait surtout de faire converger tous les mouvements syndicaux, associatifs et politiques de gauche, que ce soit les cheminots, les postiers, les salariés du privé et bien sûr aujourd'hui les étudiants, pour mener une bataille commune et unitaire. Seul l'avenir dira si le pari est gagné et Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde y était. On le regarde. Philippe Poutou le sait bien, face aux dirigeants de Ford qui veulent abandonner le site de Blanquefort, seule l'union fait la force. On sait que nous, tout seuls, on ne sera pas assez fort pour changer la donne. Donc on pose le problème de comment on peut faire une mobilisation très large, y compris donc les élus et les pouvoirs publics qui sont déjà investis à leur manière, mais aussi avec les habitants, la population autour, le mouvement syndical, associatif et politique, de voir comment on peut construire un mouvement convergent qui permet de poser le problème de la défense de l'emploi. Parce qu'on sent bien que ce que nous, on vit à Ford, finalement, plein de gens le vivent aussi de leur côté. Que ce soit du côté des cheminots, des salariés de la Poste ou d'autres entreprises privées, le message est bien passé. En tout cas auprès des représentants syndicaux. Aider Ford, c'est s'aider soi-même. Il faut qu'on soit unis, que nous aussi on intervienne pour les aider autant que possible, on le fera. Je suis postier et justement on est là parce qu'on pense qu'il y a des convergences possibles. À la Poste, donc, il y a des suppressions d'emplois tous les ans, donc on est particulièrement concerné par ce type de politique, toujours pour le profit, toujours pour les mêmes raisons, toujours par les mêmes personnes, des patrons qui se fichent absolument de savoir nos conditions de travail et le maintien de l'emploi dans nos entreprises. Donc oui, on va s'unir ensemble et travailler ensemble contre ces politiques-là. Mobilisés contre la sélection à l'université, les étudiants qui viennent d'entamer l'occupation des locaux de la Victoire ont tenu également à se faire entendre et à profiter, entre guillemets, de l'occasion. De vous inviter en fait tout le monde, tous ceux qui veulent, à venir du coup à l'amphithéâtre Jean Trac, dans lequel on fait une AG en fait le mardi prochain à 19h. Peut-être qu'elle servira plus à Ford, peut-être qu'elle nous servira plus, mais c'est vraiment pas en fait l'objectif ni la question. Nous, ça nous paraît en fait essentiel de répondre tous ensemble en fait aux attaques générales du gouvernement. Également présents des élus du Parti communiste, du NPA, mais aussi la maire socialiste de Blanquefort, plus que jamais mobilisée pour la défense de Ford. Mais pour les jeunes socialistes, la bataille va bien au-delà. Les emplois de Ford sont menacés, donc c'est un peu dans la même dynamique. On menace les jeunes avec la réforme de l'université, avec pas mal de choses. On menace les retraités avec la hausse de la CSG. Et voilà, en fait, c'est faire un truc de mélanger les luttes pour être plus fort sur le terrain et pour faire aussi un appel pour les manifestations du 15 et du 22 mars. Outre l'appel à manifester ensemble le 22 mars prochain, Philippe Poutou a proposé une nouvelle manifestation, à l'instar de celle organisée en 2008. Le 20 décembre 2008, on avait fait une manifestation pour la défense des emplois dans la région. On avait été 1 millier. Là, ce sera le 24 mars prochain. Seul inconnu, combien ils seront ce jour-là? Voilà, la direction de Ford Europe, qui était attendue aujourd'hui à Blanquefort, a finalement annoncé qu'elle participerait au comité d'entreprise par visioconférence. Une nouvelle mobilisation est prévue à 10h30 devant l'usine sur le site. Autre mobilisation, le groupe Doux, qui est toujours en plan de continuation et donc dépendant du tribunal de commerce de Quimper jusqu'en 2023. En mars 2008, le volailler breton avait fait savoir qu'il cherchait repreneur. Les pistes se précisent. Une offre de reprise est actuellement en négociation, mais pas d'annonce à l'issue du comité d'entreprise mardi dernier. Voici quand même ce que l'on sait. Sophie Lecroisier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Les 1200 salariés du groupe Doux devront patienter une semaine supplémentaire.
Depuis le mois de septembre, Terena, l'actionnaire principal du groupe volailler, est en discussion avec un potentiel repreneur. Il s'agit du géant avicole ukrainien MHP, une option qui effraie les salariés. Oui, parce que c'est un repreneur qui vient des pays de l'Est, qui pratique du dumping social, qui pratique des salaires qui sont en dessous des nôtres. Est-ce que vous croyez aujourd'hui normal qu'un salarié qui travaille dans le groupe Doux avec 28 ans d'ancienneté, au coefficient 140, soit payé à 9,96 €? C'est ça la réalité. La réalité, elle est là. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est garder notre job. On ne veut pas être dépendant de la collectivité. Les salariés sont attachés à leur outil de travail, à leur savoir-faire. Et au lieu de nous pointer du doigt, comme on est en train de dire qu'on est des vilains petits canards parce qu'on coûte trop cher, on ferait mieux de mettre les projecteurs sur les salariés de l'agroalimentaire et de repartir à la conquête. Ce que j'ai demandé, c'est un plan pour la filière avicole française. On l'a demandé depuis 2012, depuis le dépôt de bilan, on n'est toujours pas entendu. Le groupe ukrainien serait prêt à investir 150 millions d'euros pour réorganiser la production de Doux en proposant des poulets de plus haute gamme. Côté emploi, une certitude, il y aura des licenciements. L'effectif pourrait être divisé par 2. Il y aura une casse sociale. C'est inévitable. C'est inévitable. On perd déjà nos camarades, nos collègues de Chantonnay. Voilà, c'est encore un démantèlement du groupe Doux. C'est ça, c'est de se dire qu'on perd aujourd'hui un outil de production industrielle. Ça fait des années qu'on a demandé qu'il fallait aller sur un redéploiement de l'offre de Doux. Aujourd'hui, on est encore une nouvelle fois devant le mur. Et qui va trinquer? C'est une nouvelle fois les salariés. Et ça, c'est pas entendable. Le groupe Doux a enregistré des pertes de près de 80 millions d'euros ces 2 dernières années. S'il ne trouve pas de repreneur, le volailler breton sera placé en liquidation judiciaire. Voilà, et le Premier ministre Édouard Philippe promet que l'État sera au soutien en cas de projet de reprise crédible de ce site. Maintenant, on va passer aux troubles du sommeil. Plus d'un Français sur 2 considère qu'il ne dort pas assez et une personne sur 5 déclare souffrir d'insomnie ou d'une mauvaise qualité de sommeil. L'hôpital central de Nancy dispose d'une unité d'exploration des troubles du sommeil et de la vigilance. Insomnie, hypersomnie, parasomnie, on y détecte et analyse et on soigne tous ces maux. L'unité ouvrira ses portes au public ce vendredi à l'occasion de la Journée nationale du sommeil qui a lieu. Au programme, une exposition explicative des troubles du sommeil et des conférenciers. Gaël Tiss pour Mirabel TV. Bien, bonjour. Alors, comment s'est passée cette nuit? Vous avez bien dormi? Ça va, ça va. Donc là, on vous laisse toute la journée en libre cours, c'est-à-dire qu'on va évaluer votre biorhythme. Puis on fera une deuxième nuit, la nuit suivante, pour voir ce qui se passe. Ce patient souffre d'une fatigue excessive en journée, malgré de longues nuits de sommeil. Durant 2 jours et 2 nuits, son activité biologique sera donc surveillée et analysée dans les moindres détails. Il a donc des électrodes qui sont collées au-dessus de la tête pour mesurer l'activité électrique du cerveau, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Il a des électrodes qui sont collées de chaque côté des yeux pour mesurer l'activité des yeux, notamment pendant les rêves. Il aura aussi des électrodes au niveau du visage pour mesurer l'activité musculaire. Et ça, nous, on verra aussi s'il est bien détendu. Il a bien sûr aussi des sangles respiratoires à la recherche d'apnée du sommeil. L'unité d'exploration des troubles du sommeil et de la vigilance de l'hôpital central de Nancy effectue 360 examens de ce type par an, avec 3 principaux motifs de consultation. Soit l'insomnie, donc une insuffisance de sommeil, ça tout le monde le comprend, soit une hypersomnie, ça c'est moins connu, les gens disent je suis fatigué, mais quelquefois la fatigue c'est vraiment de la somnolence, avec des gens qui sont obligés de renoncer à conduire, parfois renoncer à travailler parce qu'ils ont envie ou besoin de dormir. Donc l'hypersomnie, c'est aussi très important au niveau de la santé publique. Et le troisième aspect, qu'on connaît un peu moins, c'est les troubles, comme par exemple ce qu'on appelle les parasomnies. Je pense au somnambulisme, je pense aux terreurs nocturnes et le syndrome des jambes sans repos. Des troubles du sommeil qui peuvent aussi augmenter les risques de dépression, surpoids, diabète ou encore hypertension. Si des traitements médicamenteux sont parfois nécessaires, il existe aussi tout un panel de remèdes naturels. Donc on va remplacer ces médicaments petit à petit par ce qu'on appelle le comportementalisme. À la fois des conseils sur l'hygiène du sommeil, sur la lumière, sur l'activité physique, sur l'alimentation. Il y a plein de techniques de relaxation qui sont utilisées et qui peuvent remplacer avantageusement les somnifères. Les Français dorment moins et moins bien. L'unité du sommeil du CHRU de Nancy le constate elle aussi. Pour faire face à une demande croissante de consultation, l'unité passera de 2 à 9 lits en septembre prochain.
En pleine polémique autour du retour sur scène de Bertrand Cantat, une salle d'Istres a décidé d'annuler le concert de l'artiste prévu cette semaine. Le directeur artistique de l'usine s'est expliqué au micro de Provence Azur. Les Istréens, eux, sont partagés. Yantel Criado et Manon Mujica pour Provence Azur TV. C'est la polémique du jour. Le gérant de la salle de concert L'Usine, située à Istres, où Bertrand Cantat devait se produire vendredi, a décidé d'annuler la venue du chanteur. Sur Facebook, l'ancien leader de Noir Désir crie à la censure. C'est le conseil d'administration de Scène et Ciné qui gère la salle qui a pris cette décision. L'un de ses directeurs s'explique. À l'époque, on a programmé une personne, un artiste, et avec une sortie d'album qui était très intéressante. Et donc on a joué cette carte-là, effectivement. Et c'est vrai que le débat est né au mois de janvier au conseil d'administration, donc qui entérine, qui ne se mêle pas, lui, de l'artistique, hein, il ne s'ingère pas dans la programmation, mais vu le phénomène, on appelle ça un phénomène de société, hein, puisque on est vraiment, on touche à la morale, et ça, à un moment donné, le conseil d'administration a voulu s'en mêler. Les protestations sont de plus en plus vives depuis le retour sur scène du rocker au début du mois. Il défend son album Amor Fati qui signe son grand retour en solo depuis l'affaire Trintignant. Bertrand Cantat a été libéré en 2007 après avoir purgé la moitié de sa peine pour le meurtre de sa compagne Marie Trintignant. Si la pilule est difficile à digérer pour certains mouvements féministes, du côté des habitants d'Istres, les avis sont plus contrastés. J'estime qu'il a purgé sa peine. Et bien, normalement, il peut faire ce qu'il veut maintenant. C'est important de ne pas trop juger les gens parce que qui ne fait pas d'erreur et puis il avait peut-être envie de recommencer une nouvelle vie. On ne va pas mettre les assassins sur une scène et l'applaudir, non? Donc c'est inadmissible même qu'il reste dans la profession. Parce que bon, il a tué quand même sa femme, donc je vois pas pourquoi il va faire un concert alors qu'il y en a qui tuent leur femme et ils sont en prison. On ne doit pas se servir de certaines choses pour annuler des spectacles. On commence, l'air de rien, à faire une atteinte aux libertés. Le concert de vendredi est donc annulé. Reste à savoir si les prochaines salles maintiendront leur programmation. Voilà, le JT des territoires préparé par Soumaya Benaïssa continue. Dans un instant, les unes de la presse quotidienne régionale. À 8h-2, la météo des territoires. Et à 8h, l'invité politique de Territoire d'Info ce matin, c'est Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI. Tout de suite, c'est la une de vos journaux en région. On regarde ces unes ensemble. Privilégier les retraités? Point d'interrogation, c'est la une du Télégramme dirigé par Hubert Coudurier, directeur éditorial ce matin. Ce jeudi, les retraités vont de nouveau descendre dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat. C'est également le titre de l'Union de Reims, dirigé par Sébastien Lacroix. Ne touchez pas à nos retraites. Et puis pour Libération Champagne, c'est les retraités mobilisés alors qu'ils manifestent aujourd'hui. Ils témoignent tous de leur baisse de pouvoir d'achat. Pour le Berry républicain, où et comment vivent les retraités du Cher, bien sûr. Et puis pour le Maine Libre, l'édition du Grand Mans, retraite, pourquoi ils battent le pavé. Pour le Midi Libre, c'est la CSG, les retraités ont leur mot à dire. Et également cette affaire du poison des 23 diplomates russes expulsés par Londres. Espions empoisonner, la riposte de Londres, c'est la une de Ouest France, dirigée par François-Xavier Lefranc. Il dirige les rédactions de ce plus grand journal français, le plus grand quotidien régional. Pour le Populaire du Centre, l'édition de Limoges, c'est « Et l'avenir reste à quai ?» avec un point d'interrogation. Ce sont les petites lignes de la SNCF qui sont un sujet d'inquiétude. L'état du réseau et la qualité du service. Et la région a tiré hier le signal d'alarme. La région, c'est la Nouvelle-Aquitaine, où nous serons lundi en direct avec Alain Juppé pour la Nouvelle République, qui sera d'ailleurs notre partenaire dans cette matinale d'info spéciale avec Alain Juppé lundi depuis Bordeaux. C'est Macron à Tours, l'éloge du travail bien fait. À la une de la Nouvelle République ce matin, rédacteur en chef Bruno Bécard et le directeur de la rédaction est Christophe
Erigo, et c'est Baptiste Bise qui représentera ce grand quotidien régional lundi à Bordeaux avec nous. Pour La Voix du Nord, rédacteur en chef Patrick Yankelevitch et directeur de la rédaction Pierre Mauchamp, c'est l'apprentissage à la une. Les émissions culinaires susciteraient l'engouement chez les jeunes. La cerise sur le gâteau, titre La Voix du Nord aujourd'hui. Et puis la Provence, c'est le casse-tête en ligne, démarche administrative par Internet, à la une du quotidien régional dirigé par Franz-Olivier Gisbert, qui sera notre invité demain dans le Club de la Presse. Et puis la première bataille dans la guerre de succession des Hallyday. Depuis le début de cette affaire, c'est le silence et la dignité de David Hallyday qui frappe. David Hallyday qui est en photo de toute la presse quotidienne régionale ce matin. Et puis l'Éco-républicain, le cidre du Perche vise l'appellation. Cela fait 20 ans qu'ils ont fait la démarche. Les producteurs de cidre du Perche sont sur le point d'y arriver. Ils gagneront la fameuse AOC, appellation d'origine contrôlée. Et c'est évidemment à la une de l'Éco-républicain ce matin. Club de la Presse avec Yves Arté, le directeur éditorial de Sud-Ouest. Bonjour Yves, merci d'être avec nous en provenance de Bordeaux. Et puis Thierry Dupont de l'Express, qui est chargé dans ce grand magazine d'information plus spécialement des villes, mais qui viendra nous parler de la chasse ce matin. Cyril. La pêche aux chasseurs. Il est amusant, votre titre dans l'Express. Aujourd'hui, Varty, premier tour des élections pour le poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. On aura les résultats demain. Olivier Faure, Stéphane Le Foll, Luc Carvounas, Emmanuel Faure. Les 4 candidats sont tous venus sur ce plateau ces derniers jours. Luc Carvounas, c'était hier. Yves Arté, Sud-Ouest, écrit ce matin dans son fait du jour sous la plume de Benoît Lasserre qu'assommé par la présidentielle et les législatives, les militants votent aujourd'hui pour tourner la page, mais s'attendent à une longue traversée du désert. Oui, comme on le dit avec une pointe d'humour un militant girondin qu'on a interviewé, le PS est encore dans une ambulance, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que après la catastrophe qui a été celle des présidentielles et le score lilliputien on vous entend mal. De Benoît Hamon, voilà. Il est évident que le PS a toute une histoire à reconstruire. Tout l'intérêt de savoir est-ce que par ce vote des militants, va-t-il y arriver ? C'est là la première et la grande question qui va se poser, parce que il y a non seulement une hémorragie dans les voix, mais il y a dans les voix exprimées, mais il y a également une hémorragie dans le militantisme. Et ça on le voit très très nettement sur le terrain, avec notamment ces places fortes qui étaient les places fortes des Landes et de Gironde, dans l'ancienne Aquitaine, et qui aujourd'hui cherchent désespérément les bonnes volontés pour continuer à travailler et à tracter sur le terrain. Alors on va revenir sur les personnalités qui incarnent encore le Parti Socialiste en Nouvelle-Aquitaine dans un instant, mais Thierry Dupont, cette élection au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste, on a reçu nous-mêmes sur ce plateau les 4 candidats, je le rappelais, elle passionne les militants, ou elle réussit à les remobiliser? Alors, on va le voir ce soir avec le premier tour. Mais en tout cas, il y a quand même... 200 000 spectateurs ont regardé le débat. Oui, c'est faible, mais bon. Il y a quand même une lueur d'espoir. Si vous prenez le premier tour de la législative partielle en Haute-Garonne, voilà, le candidat PS est quand même arrivé assez largement en tête. Et puis on a bien vu que là, il y avait un socle militant qui était érodé, certes, mais qui était encore actif. Et donc ça peut donner un peu d'espoir. Alors, je ne sais pas si tous les bastions socialistes tiendront aussi bien que celui de la Haute-Garonne. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui en Gironde. Je ne sais pas s'il y a encore s'il y a une hémorragie de militants ou pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont quelques point d'appui pour reconstruire quelque chose, à condition d'avoir quelqu'un qui parle clair et puis de se remettre au travail pour reconstruire un projet alternatif. Yves Arté, les Landes, donc en région Nouvelle-Aquitaine, sont une terre traditionnelle socialiste. Il faut dire qu'elles ont longtemps été dirigées, les Landes, par Henri Emmanuelli, grande figure de l'ère Mitterrand, ancien ministre. Qu'en est-il de Boris Vallaud, qu'on a reçu sur ce plateau il y a quelques jours? Vous étiez là d'ailleurs. Est-ce qu'il a pris la succession comme il fallait? Avec une autre personnalité, mais avec une autorité qui se manifeste par moins de sourcils broussailleux et de tempérament qui était celui d'Henri Emmanuelli. Landais d'adoption, mais qu'il était devenu tellement que ces obsèques à laquelle nous avons assisté naturellement a été un moment d'émotion extraordinaire. Et il y a eu cette corrélation qui s'est produite dans les Landes entre cette rencontre entre un homme véritablement et un département tout entier qui a été celui d'Henri Emmanuelli. Aujourd'hui, qu'en est-il? Je pense que Boris Vallaud fait son travail de la meilleure façon qu'il peut, parce que d'une certaine manière, l'ensemble de l'Aquitaine est quand même reste tout de même une région modérée, si vous voulez. Il n'y a pas
effectivement de tendances très dures dans l'expression des militants, quels qu'ils soient d'ailleurs, et quel que soit le parti, si vous voulez. Mais de ce point de vue-là, Boris Vallaud a réussi véritablement à incarner une autre alternative. Yves Arté, qu'est-ce qu'on peut dire du président de la région Aquitaine, Alain Rousset, socialiste, j'allais dire depuis toujours, oui. Très modéré, depuis toujours. Très constructif. Non, socialiste constructif, c'est un concept que vous venez d'inventer sur ce plateau ce matin. Un peu, non, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'intéresse et qui s'est toujours intéressé tout au long de sa carrière politique à l'émergence d'un fait industriel, ce qui est assez rare à gauche pour le souligner. Et non seulement il s'y est vraiment attaché, mais avec de véritables réussites. Et notamment des réussites dans des micro-sociétés. Il a beaucoup, avec son conseil régional, beaucoup travaillé sur le terrain. Et notamment dans des terres qui sont parfois un peu délaissées, et notamment dans les terres rurales de Dordogne, et aujourd'hui, maintenant, avec la Nouvelle-Aquitaine, jusque dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. Lui, il représente quoi? Il représente, comment vous dire, une figure d'un parti socialiste extrêmement pragmatique, on va dire. Alors, et il y en a beaucoup dans les Landes, cher à Yves Arté, Thierry Dupont, des chasseurs. Avec vous, ce matin, on va regarder un article que vous signez dans l'Express sur ces figures de la ruralité. Vous écrivez que ce sont les chasseurs. Ils sont l'objet de toutes les attentions, à commencer par celle du président de la République. Ah bah oui, Emmanuel Macron adore dire qu'il aime la chasse. Je disais qu'il cajole les chasseurs tandis que Laurent Wauquiez les enrôle. C'est un peu ça. Les chasseurs sont aujourd'hui vraiment l'objet de toutes les attentions parce qu'ils permettent par exemple à Emmanuel Macron de parler à la ruralité sans avoir exclusivement à parler avec les agriculteurs. Alors parfois les agriculteurs et les chasseurs ce sont les mêmes personnes, mais pas seulement. Il y a quand même 1,2 million de permis de chasse actifs en France. On estime qu'il y aurait peut-être de 3 millions environ de personnes qui auraient chassé, qui seraient des anciens chasseurs. Enfin bon, voilà. Donc c'est un lobby relativement puissant qui est très organisé, très centralisé, avec une fédération nationale des chasseurs qui est qui régente un peu tout ça. Et donc le président de la République, depuis la campagne présidentielle, leur a fait énormément de signes. Il était allé les voir pendant la campagne. On se rappelle qu'au mois de décembre, il a profité d'un week-end à Chambord pour aller assister à un tableau de chasse, donc le moment où on il rend leur honneur. a parlé, d'ailleurs, ça avait fait polémique. Hein. Il y a eu des... Oui, parce qu'en fait, aucun président de la République n'était allé les voir. En tout cas, n'était allé les voir à l'occasion d'une cérémonie comme ça, parce que c'est le moment où on montre les animaux morts. Ouais. Donc, pour les Français qui ne sont pas très portés sur la chasse, parce qu'il y a un sentiment de mort, il y a du sang. Enfin, c'est plus très en phase avec la France urbaine. D'ailleurs, votre photo là. Au milieu du papier, là, elle est dure pour certains Français. Au fond, les chasseurs, on a bien compris hein, l'intérêt pour les politiques de cajoler les chasseurs, mais au fond, les Français, est-ce qu'ils ne sont pas de plus en plus sceptiques par rapport à ces pratiques, certes culturelles, certes ancestrales? Est-ce qu'ils sont de plus en plus sceptiques? Non, dans leur majorité. Oui, si vous prenez la France urbaine, mais il y a une France rurale qui existe, qui est attachée à ses traditions, qui ne sont pas tous. Faut pas réduire les chasseurs à des viandards. Comme disaient les inconnus, il y a des bons et mauvais chasseurs. Donc voilà. Donc la France rurale elle est attachée à ses traditions et tout le monde veut leur parler. On parlait d'Emmanuel Macron, mais il y a également Laurent Wauquiez. Le prochain congrès des chasseurs va se tenir la semaine prochaine. Il va se tenir dans les locaux du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, le fief de Laurent Wauquiez. Voilà. C'est un message envoyé aux chasseurs. Pas oublier que l'année prochaine, il y a des européennes, que l'Europe régit une grande partie de l'activité de la chasse avec ses directives et que les chasseurs entendent bien peser à cette occasion. Je pense que Yves Arté est d'accord avec vous. Oui, non, naturellement, parce qu'il y a une chose que l'on ignore trop quand on vit dans des centres urbains, c'est le rôle que jouent des chasseurs pour tout ce qui est la connaissance de la biodiversité à l'intérieur de finalement ce qui est leur paysage et les sentiers qu'ils fréquentent. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois trop mésestimé. Et je pense que la façon dont Emmanuel Macron est en train de s'intéresser plus particulièrement à la chasse est une façon de s'intéresser également à la ruralité. Merci Yves Arté, directeur éditorial de Sud-Ouest, et Thierry Dupont de l'Express. On vous retrouve dans la deuxième partie de cette matinale d'info pour débriefer les propos de l'invité politique. Ce matin, Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Un tout petit mot, Yves Arté, sur le président des Girondins.
Oui, Parce le que président des Girondins de Bordeaux voilà, dans qui- Sud-Ouest aujourd'hui, c'est important. Hein, on en a un petit mot. Oui, parce que les Girondins de Bordeaux ont traversé une mauvaise passe qui, heureusement, a réussi à être colmatée. Et le nouveau président des Girondins de Bordeaux nous a rendu visite hier dans nos locaux. Alors j'ai vu qu'il avait prévu d'améliorer les installations du Haillan, qu'on connaît tous quand on est bordelais. Oui, C'est-à-dire c'est le centre d'entraînement. Voilà, absolument, qui est un très joli château à l'extérieur de Bordeaux, mais qui naturellement est devenu un peu obsolète. Voilà, je sais qu'ils récupéreront des appareils de musculation flambant neufs. C'est écrit dans Sud-Ouest. Bravo. Voilà. Et lundi, on vous retrouve en direct de Sud-Ouest, de TV7, la chaîne TNT du groupe Sud-Ouest, pour interviewer à nos côtés Alain Juppé. Vous savez, c'est rare, ces apparitions à la télévision de l'ancien Premier ministre. Il sera donc sur le plateau de la matinale d'Info. À tout de suite, Thierry Dupont, à tout de suite, Yves Arté. Dans un instant, Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, et tout de suite, la météo des territoires. Le temps qu'il fait aujourd'hui, malheureusement, ça ne s'améliore pas, mais ça s'améliore, vous le verrez, dans les départements et territoires d'outre-mer. Ça fait partie aussi de notre météo des territoires. À tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.